Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler Crous, immigration et remaniement. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Alors du coup, salut, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, c'était plutôt cool. J'ai dû me grouiller pour sortir les vidéos de bilan de fin d'année avant les vacances. Et à côté de ça, le dernier Tout va très bien est devenu caduc littéralement le jour de sa sortie. Donc... coup-ci, coup-ça. Parce que oui, la loi immigration que j'avais annoncée comme morte après la motion de rejet préalable à 270 voix contre 265, j'ai à peine eu le temps de sortir la vidéo que le mardi 19 décembre, le projet de loi a été adopté par 349 voix contre 186, et ce, après un vote favorable du Sénat. Et vous vous en doutez, j'étais ravi. Ah les joies de l'actu, tout ça. Et ça sans parler de cette loi de merde, bien évidemment. Alors si vous vous demandez comment ça se fait que cette loi soit finalement passée, si elle est meilleure ou pire que la version précédente, ou bien alors comment la majorité pourtant relative de Macron a fait pour faire passer cette loi et la faire accepter par les autres partis, je vais vous donner quelques petits indices. Premier indice, ce texte est une version durcie de l'ancienne version qui a été non seulement saluée par l'extrême droite, mais aussi votée par le RN. Grâce au soutien des Républicains, le texte est largement plus restrictif, proche de celui adopté en première lecture par le Sénat, un Sénat majoritairement à droite. Sacha Houlier, un député Renaissance, a révélé dans Le Monde qu'Emmanuel Macron en personne lui a demandé de s'abstenir plutôt que de rejeter le texte. Autre petit indice. Et en ce qui concerne la loi en elle-même, on peut trouver des chefs-d'œuvre d'humanité, tels que le durcissement des conditions de regroupement familial, l'instauration, sauf dans certains cas particuliers, d'une caution à déposer par les étrangers demandant un titre de séjour étudiant visant à couvrir le coût éventuel de frais d'éloignement. Ce qui est ironique, quand tu sais qu'à la base, les macronistes avaient pourtant combattu contre cette idée, constituant à leurs yeux une rupture d'égalité entre étudiants et risquant de fragiliser les étudiants internationaux. Comme quoi, Macron et ses potes, ils disent pas que des conneries. Par contre, ils en appliquent pas mal. Un programme qui a l'air vraiment... comme ça. Donc voilà, petit rattrapage de ce qui s'est passé avant les vacances, et j'espère que ces petits indices vous donneront une idée de si cette loi est humaniste ou pas. Et pour les étrangers qui me regardent, que le sort vous soit favorable. Parce qu'apparemment, c'est pas le gouvernement qui va vous aider les frérots. Mais sinon, à part ça, vous avez eu quoi pour les fêtes ? Des trucs cool j'espère. Et même si vous avez eu des trucs merdiques à base de coffrets Scorpio ou boîtes Ferrero Rocher, je vous rassure, ça ne pourra jamais être plus merdique que ce qu'ont reçu certains étudiants. Parce que ce 29 décembre, quelques jours après Noël, des étudiants ont eu la merveilleuse surprise de voir que le Conseil d'État a validé la légalité des réquisitions de logements étudiants du Crous Paris en vue des JO 2024. Et oui, on en avait déjà parlé. Les inégalités, les logements déjà inutilisés sur Paris, les sans-abri qu'on devrait peut-être prioriser, l'égalité, l'humanisme, tout ça. Mais là, ça y est, le Conseil d'État a validé le projet, donc ça va être difficilement évitable. C'est donc plus de 2000 étudiants bénéficiaires du Crous qui doivent faire l'objet de relogement. Et oui, je sais, quand tu vois le nombre de logements inhabités à Paris et le fait qu'on soit l'une des plus grandes puissances économiques mondiales... ça la fout mal. Mais après, rassurez-vous, c'est pas des chiens chez Macron. Et comme prévu, ils auront un dédommagement. À savoir 100 € d'indemnité, 2 places pour des épreuves olympiques. Non, c'est tout. C'est tout. Alors ok, je sais que les places pour les JO, c'est super cher. Mais oui, effectivement, en compensation d'indemnité, comparé à un logement, c'est pas ouf tout ça. Oui, c'est vrai. Mais après, en même temps, j'ai envie de dire que c'est sûrement l'un des deals les plus honnêtes que Macron ait fait avec le peuple. Ça en dit long. Oui, je sais, les points sont très courts. Surtout comparé à d'habitude. Mais déjà, je vous avais dit que je voulais essayer de faire moins long et plus dynamique, et surtout, les points précédents, c'était plus un petit bilan pour voir ce qui s'est passé avant et pendant les vacances. Mais ça y est, maintenant qu'on a fait tout ça, il est temps de passer au plat principal, le remaniement. Parce que oui, en ce moment, c'est quand même le sujet brûlant. Et ça a commencé ce lundi 8 janvier avec Elisabeth Borne qui a remis sa démission à Macron, qui, pour une fois, l'a accepté. Dommage qu'il ait pas fait la même avec Darmanin. Et c'est donc le lendemain que Gabriel Attal a été nommé Premier ministre du gouvernement, devenant à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire.
Bah alors oui, hein, c'est impressionnant Gabriel, bravo, félicitations à toi. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ce soit le seul record qu'il essaye de battre et qu'il va pas essayer de faire plus de 49.3 que Tonton Rocard ou Tata Borne. Et donc ça y est, ce jeudi 11 janvier, le secrétaire général de l'Elysée a annoncé le nom des 14 ministres du gouvernement de Gabriel Attal. Un gouvernement certes encore incomplet, mais assez pour voir où veut se diriger le nouveau gouvernement Attal. Et du coup, voici la composition du nouveau gouvernement. Et déjà, ce qu'on peut dire, outre le fait que Manuel Valls doit être en PLS pleurant sur son comeback qui n'arrivera jamais, outre Fabien Roussel qui se la jouait, oui alors pourquoi pas, sur les conditions, j'irai au gouvernement en tant que ministre, montrons une fois de plus son clientélisme, son arrivisme qui doit probablement être en train de ronger le frein de sa saucisse, outre ces points, ce qu'on peut dire sur le nouveau gouvernement... c'est que ça change pas grand chose, hein. Non mais sérieux, ça c'est le gouvernement d'Elisabeth Borne en juillet 2023, et ça c'est celui de Gabriel Attal. Sur 14 ministres, il y en a 9 en commun. 10 si tu comptes Attal. Perso, j'appelle pas ça des énormes changements. Et à ce niveau-là, on voit qu'Hollande et Attal, ils étaient au PS chez Hollande. Le changement, c'est maintenant, mais pas trop quand même, hein. Alors oui, après, on peut voir des bonnes nouvelles, hein. La parité entre les ministres, c'est cool. Un premier ministre gay, c'est sympa. Progressisme, tout ça. Mais comme souvent chez Macron, on le sait, tout ça. C'est du vent. Non mais je veux dire, Elisabeth Borne, qui pourtant était la deuxième première ministre de la 5ème République et la première à avoir exercé aussi longtemps, alors ok, c'est une femme, c'est une avancée, tout ça, c'est cool pour le symbole, mais au-delà du symbole, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a été plus progressiste, plus humaniste, plus égalitaire, voire même plus féministe que les autres? Non, clairement pas. Elle était comme les autres, femme ou pain. Et ici, ça va être clairement la même chose. Parce qu'ok, la parité, tout ça, c'est sympa, mais on garde quand même Gérald Darmanin, hein. Et oui, on fera des petites mesurettes de surface pour faire genre, mais ça s'arrêtera là, faudra pas s'attendre à plus. Et pour les droits LGBT... oulala. Alors désolé pour les potos LGBT, mais si vous pensiez qu'il allait défendre la cause parce que le Premier ministre est gay, j'ai peur que vous soyez déçus. Alors oui, on peut avoir de bonnes surprises, hein. Mais quand tu vois que plusieurs ministres sont toujours au gouvernement, malgré des propos dans le passé qu'on peut qualifier... ouais, d'homophobe, ouais, je pense qu'on peut le dire. Alors oui, on peut avoir de bonnes surprises, mais j'y croirais pas trop, perso. Par contre, là où je pense qu'on peut vraiment croire à Attal, c'est quand il nous dit « je veux de l'action, des résultats. » Bon, perso, quand il dit ça, j'ai l'impression de voir un chiot tourner en rond en essayant d'attraper sa queue, mais au-delà de ça, oui, je pense qu'effectivement, en termes d'action et résultats, on va être servi, ouais. Parce qu'avec le nombre de ministres en procès, mis en examen, diffamation, etc., j'espère bien qu'il y en aura de l'action. Mais au tribunal. Et niveau résultat, de vraies condamnations, genre du ferme, une impossibilité de se représenter à des élections, tout ça... ce sera pas mal aussi. Rachida Dati est dans des affaires, Dupond-Moretti est dans des affaires, et récentes, hein, je parle pas d'affaires qui datent d'il y a 10 ans, tout ça. Non, Dupond-Moretti, ce sont des affaires ultra récentes. Pour vous dire à quel point, j'en ai parlé dans Tout va très bien il y a même pas quelques mois. Donc leur mettre en ministre de la Justice... pas sûr du move. On a aussi Vautrin qui est mis en examen, Aurore Berger qui accueille et donne la parole à des transphobes notoires, mais heureusement, on a toujours Gérald Darmanin, qui n'est pas un sale violeur, parce que sinon, sans lui, qu'est-ce que ce serait ce gouvernement? Ah Macron nous avait dit que pour trouver du taf, fallait juste traverser la rue, mais pour les politiques, apparemment, faut juste être mis en examen. Non mais au-delà de la blague, sérieux, ce gouvernement, c'est Macron-Attal ou Fillon-Sarko? Parce que j'ai un doute là. Alors après, rassurez-vous, oui, ça part très mal, mais Attal a quand même tenu à dire qu'il y aura des sensibilités de droite et de gauche dans son gouvernement. Du coup, je comprends mieux pourquoi il a pas pris Roussel et encore moins Valls. Mais ok Gabi, si tu veux de la sensibilité de droite et de gauche, mais quand je me dis que c'est probablement toi le plus à gauche de ton gouvernement... j'ai des doutes. Ah mais attends, non pardon, je viens de comprendre, non mais ma faute, désolé. Je viens de comprendre. En fait, quand tu parlais de gauche, tu parlais de gauche version Macron 2017. Faux progressisme, notre projet, tout ça. C'est ça dont tu parlais. Non, parce que soyons honnêtes, ça se voit que Gabi il est là pour redorer le blason de Macron. Ça se voit qu'il est là pour retenter la strate du mec beau, jeune, dynamique, pas trop de droite, un peu disruptif, tout ça. Ça se voit qu'il est là pour prendre la température et préparer les élections présidentielles de 2017.
c'est évident. Sauf que, désolé de vous le dire, mais depuis 2017, 10 ans passés les gars. Et si à l'époque, effectivement, le côté ni de droite ni de gauche, ça marchait pas mal, et soyons honnêtes, pas que chez les macronistes, hein, même chez Mélenchon, ça marchait bien cette stratégie. Et oui, à l'époque, le côté BG, jeune, disruptif, tout ça de Macron, ça marchait bien, avec un petit peu d'aide des journalistes aussi, on va pas se mentir. Et ben j'espère sincèrement qu'aujourd'hui, le peuple sera moins naïf, apprendra de ses erreurs, et ne tombera pas dans le piège. Non, parce que je vous le dis, hein, avec un tel remaniement à la sauce UMP Sarko, on n'a pas fini la lutte. Et pour toutes les personnes qui disent que quand même, on l'a pas encore vu en Premier ministre Gabriel Attal, faut lui donner le bénéfice du doute, tout ça. Ça se trouve, lui, il va faire le vote de confiance que Borne n'avait pas fait, attends de voir avant de juger. Alors moi, je veux bien attendre de voir avant de juger. Sauf que quand tu vois ce qu'il a fait à l'éducation nationale en moins de 6 mois, tu te dis que pour la France, ah ben ça promet. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Attal est de droite ou de gauche. Alors attends, il était chez Hollande, maintenant il est chez Macron. Oh, il doit être de gauche. Allez, salut. Tout va bien.